Livre audio George R.R. Martin, Feu et sang, une histoire des rois Targaryens de Westeros. Partie 1. Daegon Ier le Conquérant, à la mort de la reine Alysanne, la Bonne Reine. Par l'archimestre Gildin de la citadelle de Villevieille. Ici retranscrit par George R.R. Martin. La conquête d'Aegon. Au fil des 300 dernières années, les maîtres de la citadelle, qui tiennent les chroniques de Westeros, ont utilisé la conquête d'Aegon comme pierre de touche. Naissance, mort et autres événements sont datés soit APC, après la conquête, soit AVC, avant la conquête. Les véritables érudits savent qu'une telle datation est loin d'être précise. La conquête des 7 couronnes par Aegon Targaryen ne s'est pas effectuée en un jour. Plus de 2 ans ont passé entre les débarquements d'Aegon et son couronnement à Villevieille. Et même alors, la conquête demeurait inachevée, puisque Dorne restait insoumise. Des tentatives sporadiques pour intégrer les Dorniens au royaume ont continué tout au long du règne du roi Aegon et une large partie du règne de ses fils, rendant impossible de fixer par une date précise le terme des guerres de conquête. Même la date de début est sujette à confusion. Beaucoup supposent, à tort, que le règne du roi Aegon Ier Targaryen a commencé le jour où il a débarqué à l'embouchure de la Nera, sous les 3 collines où se dresserait un jour la ville de Port-Réal. C'est faux. Le roi et ses descendants célébraient le jour du débarquement d'Aegon, mais le conquérant a en fait daté le début de son règne du jour où il a été couronné et oint dans le septuaire étoilé de Villevieille par le grand septon de la foi. Ce couronnement s'est déroulé 2 ans plus tard que le débarquement d'Aegon, bien après que les 3 batailles majeures des guerres de conquête avaient été toutes livrées et remportées. On voit ainsi que la plus grande part des conquêtes véritables d'Aegon se sont déroulées de 2 à 1 avant la conquête. Les Targaryens étaient de sang valyrien pur, seigneurs dragons d'une ancienne lignée. 12 ans avant le fléau de Valyria, en 114 avant la conquête, Aegon Targaryen vendit ses propriétés dans les possessions et les contrées de l'été constant et partit s'installer avec ses femmes, sa fortune, ses esclaves, ses dragons, ses frères et sœurs, ses parents et ses enfants à Père-Dragon, une lugubre île citadelle sous une montagne fumante dans le détroit. À son zénith, Valyria était la plus grande ville du monde connue, le centre de la civilisation. Au sein de ses remparts brillants, 2 fois 20 maisons rivales se disputaient le pouvoir et la gloire, à la cour et au conseil, s'élevant et chutant dans une lutte sans fin, subtile et souvent féroce pour la domination. Les Targaryens étaient loin d'être les plus puissants seigneurs dragons, et leurs rivaux virent dans leur fuite vers Père-Dragon un acte de capitulation, de poltronnerie. Mais Daenys, la fille pucelle de Lord Aenard, qu'on connaîtrait désormais à jamais sous le nom de Daenys la Rêveuse, avait prédit la destruction de Valyria par le feu. Et quand survint le fléau, 12 ans plus tard, les Targaryens furent les seuls seigneurs dragons qui survécurent. Père-Dragon était depuis 200 ans l'avant-poste le plus occidental de la puissance valyrienne. Sa position face au gosier offrait à ses seigneurs la maîtrise de la baie de la Nera et permettait à la fois aux Targaryens et à leurs proches alliés, les Vélarions de la Marque, une maison subalterne de souche valyrienne, de remplir leurs coffres avec les commerçants de passage. Les navires Vélarions,
ainsi que ceux d'une autre maison valyrienne associée, les Celtigars de Pincile, dominaient les zones médianes du détroit, tandis que les Targaryens régnaient sur le ciel avec leurs dragons. Cependant, même ainsi, durant la majorité du siècle qui suivit le fléau de Valyria, si judicieusement nommé le siècle de sang, la maison Targaryen regarda vers l'est, non vers l'ouest, et manifesta peu d'intérêt pour l'histoire de Westeros. Gaëmon Targaryen, frère et époux de Daenys la Rêveuse, prit la suite d'Aénar l'Exilé comme sire de Père Dragon et se fit connaître sous le nom de Gaëmon le Glorieux. Son fils Aegon et sa fille Elanéa régnèrent ensemble après sa mort. Après eux, la seigneurie passa à leur fils Maëgon, à son frère Aerys et au fils de celui-ci, Aelix, Baelon et Daémion. Daémion fut le dernier des trois frères, dont le fils Aérion lui succéda alors à Père Dragon. L'Aegon que l'histoire connaîtrait comme Aegon le Conquérant et Aegon le Dragon naquit à Père Dragon en 27 avant la conquête. Il était l'unique fils et deuxième enfant d'Aérion, sire de Père Dragon et de Lady Vaelana de la maison Velaryon, elle-même pour moitié Targaryen du côté de sa mère. Aegon avait deux sœurs, de légitime naissance, une sœur aînée, Visenya, et une puînée, Rhaenys. Longtemps, la coutume parmi les seigneurs dragons de Valyria fut de marier le frère à la sœur, afin de conserver la pureté des lignées du sang, mais Aegon prit ses deux sœurs pour épouses. Par tradition, on se serait attendu à ce qu'il n'épouse que l'aînée, Visenya. L'inclusion de Rhaenys comme seconde épouse était insolite, bien qu'elle ait des précédents. On a pu dire qu'Aegon avait épousé Visenya par devoir et Rhaenys par désir. Les trois frères et sœurs s'étaient prouvés seigneurs dragons avant de s'épouser. Des 5 dragons qui avaient fui Valyria avec Aénar l'Exilé, un seul avait survécu jusqu'à l'époque d'Aegon, le grand animal nommé Balerion, la terreur noire. Les dragons Vhagar et Meraxès étaient plus jeunes, éclos à Père Dragon même. Un mythe répandu, souvent entendu chez les ignorants, prétend qu'Aegon Targaryen n'avait jamais posé le pied en Westeros avant le jour où il prit la mer pour le conquérir. Mais cela ne peut être la vérité. Des années avant cet embarquement, on avait sculpté, décoré la table peinte sur l'ordre de Lord Aegon. Une massive dalle de bois, de quelques 50 pieds de long, taillée selon les contours de Westeros, et peinte pour exposer tous les fleuves et les forêts, les villes et les châteaux des 7 couronnes. Clairement, l'intérêt d'Aegon pour Westeros précédait largement les événements qui le conduisirent à la guerre. De même, il existe des relations fiables de visite par Aegon et sa sœur Visenya dans leur jeunesse à la citadelle de Villevieille et de chasse aux faucons à la treille comme invités de Lord Redwyn. Il se peut qu'ils aient également visité Port-Lanis. Les témoignages divergent. Le Westeros de la jeunesse d'Aegon se divisait en 7 royaumes querelleurs, et il n'y a guère eu de temps où 2 ou 3 de ces royaumes n'étaient pas en guerre les uns contre les autres. Le nord, vaste, froid et rocailleux, était dominé par les Stark de Winterfell. Dans les déserts de Dorne, les princes Martell tenaient les rênes. Les terres de l'Ouest, riches en or, étaient gouvernées par les Lannister de Castral Rock. Le fertile Conflent par les jardiniers de Haut-Jardin. Le Val, les doigts et les montagnes de la Lune appartenaient à la maison Arryn.
Mais les rois les plus belliqueux à l'époque d'Aegon étaient ceux dont les royaumes s'étendaient le plus près de Pendragon, Arène le Noir et Argilac l'Arrogant. De leur grande citadelle d'accalmie, les rois de l'orage de la maison Durandon avaient jadis régné sur la moitié orientale de Westeros, du cap de Lyre jusqu'à la baie des Crabes, mais leur puissance déclinait depuis des siècles. Les rois du Bief avaient grignoté leur domaine par l'ouest, les Dorniens les harcelaient au sud, et Arène le Noir et ses Fernés les avaient chassés du Trident et des territoires au nord de la Nera. Le roi Argilac, dernier des Durandon, avait arrêté un temps ce déclin, repoussant encore, jeune garçon, une invasion dornienne, franchissant le détroit pour se joindre à la Grande Alliance contre les tigres impérialistes de Volantis et tuant Garcesset Jardinier, roi du Conflent, dans la bataille du Champ d'été 20 ans plus tard. Mais Argilac avait vieilli, sa célèbre crinière noire grisonnait et son habileté aux armes avait décru. Au nord de la Nera, le Conflent était gouverné d'une main de fer par Arène le Noir de la maison Chenu, roi des îles et des fleuves. L'aïeul ferné d'Arène, Arwin la Poigne, avait arraché le trident à celui d'Argilac, Arec, dont les propres ancêtres avaient jeté à bas les derniers rois du Conflent des siècles plus tôt. Le père d'Arène avait étendu ses domaines à l'est de Sombreval et de Rosby. Arène lui-même avait dévolu la plus grosse part de son long règne, pratiquement 40 ans, à élever près de l'Œil-Dieu un château gigantesque. Et maintenant que la construction d'Arenal touchait enfin à son terme, le Ferné serait bientôt libre de chercher de nouvelles conquêtes. Aucun roi en Westeros n'était plus redouté qu'Arène le Noir, dont la cruauté était devenue légendaire à travers toutes les 7 couronnes. Et aucun roi de Westeros ne se sentait plus menacé qu'Argilac, sire de l'orage, dernier des Durandon, un guerrier vieillissant, dont le seul héritier était sa fille Pucelle. C'est ainsi que le roi Argilac prit contact avec les Targaryens sur Pendragon, offrant à Lord Aegon sa fille en mariage avec, en dot, toutes les terres à l'est de l'Œil-Dieu, des rapides du Trident jusqu'à la Nera. Aegon Targaryen déclina la proposition du roi de l'orage. Il avait 2 épouses, rappela-t-il, et n'avait nul besoin d'une 3e. Et les terres qu'on lui présentait en dot appartenaient depuis plus d'une génération à Arenhal. Il n'était pas en la capacité d'Argilac de les céder. Clairement, le roi de l'orage, vieillissant, cherchait à établir les Targaryens le long de la Nera, afin de servir de tampon entre ses propres terres et celles d'Arène le Noir. Le seigneur de Pendragon riposta par sa propre proposition. Il accepterait les terres qu'on lui offrait en dot si Argilac lui cédait également le bec de Massé, ainsi que les plaines et les bois du sud de la Nera jusqu'au fleuve Wend et aux sources de la Mandée. Le pacte serait scellé par le mariage de la fille d'Argilac avec Orys Baratheon, ami d'enfance et champion de Lord Aegon. Argilac l'Arrogant rejeta ces termes avec colère. Orys Baratheon était un demi-frère de basse extraction de Lord Aegon, chuchotait-on, et le roi de l'orage ne voulait pas déshonorer sa fille en accordant sa main à un bâtard. Cette seule suggestion le rendit furieux. Il fit trancher les mains de l'émissaire d'Aegon et les lui renvoya dans un coffret. « Voici les seules mains que ton bâtard obtiendra jamais de moi », écrivait-il. Aegon ne répondit pas. Il appela aussitôt ses amis,
ses bannerets et ses principaux alliés à venir à lui sur Pendragon. Leur nombre était réduit. Les Vélarions de la Marque avaient juré fidélité à la maison Targaryen, de même que les Celtigars de Pincil. Du bec de Massé vint Lord Bar Aemon de Pointe-Vive et Lord Massé de Danse des Pierres, tous deux jurés à accalmie, avec des liens plus étroits avec Pendragon. Lord Aegon et sa sœur tinrent conseil avec eux et visitèrent le septuaire du château pour prier également les 7 de Westeros, bien qu'on ne l'ait jamais encore tenu pour un homme pieux. Au 7e jour, une nuée de corbeaux jaillit des tours de Pendragon pour propager la parole de Lord Aegon aux 7 couronnes de Westeros. Ils volaient vers les 7 rois, vers la citadelle de Villevieille, vers les seigneurs tant petits que grands. Tous apportaient le même message. À compter de ce jour, il n'y aurait plus à Westeros qu'un roi unique. Ceux qui ploieraient le genou devant Aegon de la maison Targaryen conserveraient terres et titres. Ceux qui prendraient les armes contre lui seraient jetés à bas, humiliés et anéantis. Les témoignages varient sur le nombre d'épées qui prirent la mer à Pendragon avec Aegon et ses sœurs. 3000, disent certains, d'autres n'en dénombrent que des centaines. Cette modeste armée Targaryen accosta à l'embouchure de la Nera, sur la rive nord, où 3 collines boisées s'élevaient au-dessus d'un petit village de pêcheurs. Au temps des 100 royaumes, nombre de roitelets avaient revendiqué la possession de l'embouchure du fleuve, notamment les rois Sombrelines de Sombreval, les Massés de Danse des Pierres, et les anciens rois du Conflent, qu'ils fussent d'Aluve, Pêcheurs, Bracken, Nerbosque ou Croche. Des tours et des forts avaient couronné à diverses époques les 3 collines, uniquement pour être jetés à bas dans l'une ou l'autre guerre. Désormais, ne demeuraient pour accueillir les Targaryens que des pierres brisées et des ruines envahies de végétation. Quoique revendiquée à la fois par Accalmie et Harrenhal, l'embouchure du fleuve n'était pas défendue, et les plus proches châteaux étaient tenus par de petits seigneurs sans grande puissance ni capacité militaire. Des seigneurs qui, au surplus, avaient peu de raison d'aimer leur suzerain théorique, Arène le Noir. Aegon Targaryen dressa rapidement une palissade de rondins et de terre autour de la plus haute des 3 collines, et il envoya ses sœurs s'assurer de la capitulation de châteaux les plus proches. Rosby se rendit sans combat devant Rhaenys et Meraxès aux cheveux d'or. À Castelfoyer, quelques arbalétriers lâchèrent des carreaux contre Visenya, jusqu'à ce que la flamme de Vhagar embrase les toits du donjon. Alors, ils se rendirent aussi. La première véritable mise à l'épreuve du conquérant vint de Lord Sombreline de Sombreval et de Lord Mouton de Viergétan, qui joignirent leur puissance pour marcher vers le sud avec 3000 hommes et rejeter les envahisseurs à la mer. Aegon dépêcha Horys Baratheon pour les attaquer en route, tandis qu'il fondait sur eux par en haut avec la terreur noire. Les 2 seigneurs périrent dans le combat inégal qui s'ensuivit. Le fils de Sombreline et le frère de Mouton rendirent en conséquence leur château et jurèrent leur épée à la maison Targaryen. À cette époque, Sombreval était le port ouestrien principal sur le détroit, et il avait cru et prospéré grâce au commerce qui transitait par sa rade. Visenya Targaryen ne permit pas la mise à sac de la ville, mais elle n'hésita pas à s'en arroger les richesses, engraissant considérablement les coffres des conquérants. Le moment serait peut-être approprié d'évoquer les différences de caractère entre Aegon et ses reines et sœurs. Visenya, aînée des 3 enfants, était une guerrière autant qu'Aegon lui-même, aussi à l'aise sous la maille que sous la soie. Elle portait la longue épée valyrienne, noirceur, et la maniait avec dextérité
s'étant exercé durant leur enfance aux côtés de son frère. Bien que doté de la chevelure d'or et d'argent et des yeux mauves de Valyria, sa beauté était grave et austère. Même ceux qui l'aimaient le plus trouvaient Visenya sévère, sérieuse, implacable. Certains prétendaient qu'elle jouait avec les poisons et se mêlait de noires sorcelleries. Rhaenys, la plus jeune des 3 Targaryens, était tout ce que sa sœur n'était point. Mutine, curieuse, impulsive, en proie parfois à des idées folles. Nullement guerrière véritable, Rhaenys aimait la musique, la danse et la poésie, et soutenait maints chanteurs, baladins et marionnettistes. On disait toutefois qu'elle passait plus de temps à dos de dragon que son frère et sa sœur combinés, car, par-dessus tout, elle adorait voler. On l'a un jour entendu dire qu'avant de mourir, elle voulait franchir les mers du crépuscule sur Meraxès pour voir ce qui s'étendait sur ses côtes occidentales. Si nul ne mettait en doute la fidélité de Visenya envers son frère époux, Rhaenys s'entourait de beaux damoiseaux et, se murmurait-il, en accueillait même certains dans sa chambre les nuits où son frère rejoignait sa sœur aînée. Cependant, en dépit de ces rumeurs, les observateurs ne pouvaient éviter de remarquer qu'Aegon passait 10 nuits avec Rhaenys pour chacune de celles qu'il consacrait à Visenya. Aegon Targaryen lui-même, chose étrange, était autant une énigme pour ses contemporains que pour nous. Armé de la lame d'acier valyrien Feu Noir, on le comptait au nombre des grands guerriers de son temps. Toutefois, il ne prenait nul plaisir à ses prouesses aux armes et ne chevauchait jamais dans les tournois ou les mêlées. Sa monture était Balerion, la terreur noire, mais il ne volait que pour la bataille ou pour se déplacer rapidement sur terre ou sur mer. Son impérieuse prestance attirait les hommes sous ses bannières, et pourtant il n'avait aucun ami proche, hormis Orys Baratheon, le compagnon de sa jeunesse. Aegon plaisait aux femmes, mais toujours il resta fidèle à ses sœurs. Devenu roi, il plaça une grande confiance en son conseil restreint et en ses sœurs, leur laissant une large part du gouvernement du royaume au jour le jour, n'hésitant cependant pas à prendre le contrôle quand il le trouvait nécessaire. Bien qu'il traitât avec dureté les rebelles et les traîtres, il tendait la main aux anciens ennemis qui ployaient le genou. Il en fit pour la première fois démonstration à la bataille de Fort Aegon, la grossière forteresse en bois et en terre qu'il avait dressée au sommet de ce qui serait désormais et à jamais connu sous le nom de Grande Colline d'Aegon. Ayant pris une douzaine de châteaux et garanti l'embouchure de la Nera sur les 2 berges du fleuve, il ordonna aux seigneurs qui l'avaient défait de venir à lui. Là, ils déposèrent leur épée à ses pieds, et Aegon les fit se relever et les confirmant leurs terres et leurs titres. À ses plus anciens partisans, il accorda de nouveaux honneurs. Daemon Velaryon, sire des marais, devint maître des navires à la tête de la flotte royale. Triston Massé, sire de Danse des Pierres, fut nommé maître des lois. Crispian Celtigar, grand argentier. Et il proclama Orys Baratheon, mon bouclier, mon défenseur, ma robuste main droite. Ainsi les maîtres voient-ils en Baratheon la première main du roi. Les bannières héraldiques étaient des traditions depuis longtemps parmi les seigneurs de Westeros, mais jamais jusque-là chez les seigneurs dragons de Valyria. Lorsque les chevaliers d'Aegon déployèrent son vaste étendard de bataille en soie, avec un dragon rouge à 3 têtes, crachant le feu sur champ noir, les seigneurs virent en cela un signe qu'il était désormais des leurs, un grand roi digne de Westeros.
quand la reine Visenya plaça sur la tête de son frère un diadème en acier valyrien incrusté de rubis, et que la reine Rhaenys le salua du nom de Aegon, premier du nom, roi de tout Westeros et bouclier de son peuple, les dragons rugirent, et seigneurs et chevaliers l'acclamèrent. Mais ce furent le petit peuple, les pêcheurs, les travailleurs des champs et les commères qui crièrent le plus fort. Cependant, les 7 rois qu'Aegon le dragon avait l'intention de découronner n'acclamaient pas. À Harrenhal et à Calmy, Arène le Noir et Argilac l'Arrogant avaient déjà convoqué leurs bannières. À l'ouest, le roi Merne du Conflant suivait à cheval vers le nord la route de l'océan afin de rencontrer à Castral Rock le roi Lorraine de la maison Lannister. La princesse de Dorne dépêcha un corbeau à Père Dragon, proposant à Aegon une union contre Argilac, roi de l'orage. Mais en tant qu'égal et allié, non comme sujet. Une autre offre d'alliance émana de l'enfant roi des Airiers, Renel Haryn, dont la mère revendiquait toutes les terres à l'est de la Verfurque dans le Trident en échange du soutien du Val contre Arène le Noir. Et même dans le nord, le roi Torrhen Stark de Winterfell siégea tard dans la nuit pour discuter de la façon dont il convenait d'agir avec ce soi-disant conquérant. Tout le royaume attendit avec anxiété de voir où Aegon irait ensuite. Quelques jours après son couronnement, les armées d'Aegon se remirent en marche. La plus grosse part de son host traversa la Nera, se dirigea au sud, vers Accalmie sous le commandement d'Orys Baratheon. La reine Rhaenys l'accompagnait, chevauchant Meraxès, aux yeux d'or et aux écailles d'argent. La flotte Targaryen, sous Daemon Velaryon, quitta la baie de la Nera et obliqua vers le nord, vers Goëville et le Val. Avec eux venaient la reine Visenya et Vhagar. Le roi lui-même marchait vers le nord-ouest, à destination de l'Œil-Dieu et d'Harrenhal, la gigantesque forteresse qui était l'orgueil et l'obsession du roi Arène le Noir. Les 3 offensives Targaryens rencontrèrent une farouche opposition. Les seigneurs Hérol, Fell et Buclair, bannerets d'Accalmie, surprirent les éléments avancés de l'host d'Orys Baratheon alors qu'ils franchissaient la Wend, fauchant plus d'1 millier d'hommes avant de se fondre de nouveau parmi les arbres. Une flotte harine assemblée à la hâte, augmentée d'une 12aine de vaisseaux de guerre braviens, rencontra et défit la flotte Targaryen dans les eaux au large de Goëville. Parmi les morts figurait l'amiral d'Aegon, Daemon Velaryon. Aegon lui-même fut attaqué sur la côte sud de l'Œil-Dieu, non pas une, mais 2 fois. La bataille des roseaux fut une victoire Targaryen, mais il subit de lourdes pertes aux sols éplorés quand 2 des fils du roi Arène traversèrent le lac en snécar aux rames assourdies et s'abattirent sur leur arrière-garde. En fin de compte, pourtant, les ennemis d'Aegon n'avaient rien à opposer à ces dragons. Les hommes du Val envoyèrent par le fond 1/3 de navires Targaryens et en capturèrent pratiquement autant. Mais lorsque la reine Visenya fondit du ciel sur eux, ce furent leurs vaisseaux qui s'embrasèrent. Les seigneurs Hérol, Fell et Buclair se tapirent dans leurs forêts jusqu'à ce que la reine Rhaenys lâche Meraxès et qu'une muraille de feu balaie les bois, changeant les arbres en torches. Et les vainqueurs des sols éplorés, rentrant à Harrenhal en traversant le lac, se trouvèrent fort dépourvus quand Balerion fondit sur eux du ciel matinal. Les Snekars d'Arène flambèrent, ainsi que les fils d'Arène. Les ennemis d'Aegon se virent eux aussi affligés d'autres adversaires. Alors qu'Argilac l'Arrogant réunissait à Accalmie ses épées, des pirates des degrés de pierre
descendirent sur les côtes du Cap de Lyre pour profiter de leur absence, et des expéditions dorniennes débordèrent des montagnes rouges pour déferler sur les marches. Dans le Val, le jeune roi Ronel dut compter avec une rébellion aux Trois Sœurs, où les sœurs rois, renonçant à toute allégeance aux héritiers, proclamèrent reine Lady Marla Sunderland. Tout ceci néanmoins n'était que contrariété mineure en comparaison de ce qu'il advint à Arène le Noir. Bien que la maison Chenu régnât sur le Conflent depuis 3 générations, les hommes du Trident n'avaient aucune affection pour leur suzerain Ferné. Arène le Noir avait causé la perte de milliers d'hommes pour construire son grand château d'Arenal, pillant le Conflent pour ses matériaux et par sa soif d'or, réduisant à la mendicité seigneurs et petits peuples pareillement. Aussi le Conflent se souleva-t-il contre lui, mené par Lord Edmund Tully de Vivezègue. Appelé à défendre Arenal, Tully préféra se déclarer pour la maison Targaryen, hisser sur son château la bannière au dragon, et chevaucher avec ses chevaliers et ses archers pour unir ses forces à celles d'Aegon. Sa révolte donna du cœur aux autres seigneurs du Conflent. Un par un, les seigneurs du Trident rejetèrent Arène et prirent le parti d'Aegon le Dragon. Nerbosque, Malister, Vance, Bracken, Piper, Frey, Fort, convoquant leur armée, ils descendirent sur Arenhal. Subitement réduit à l'infériorité numérique, le roi Arène le Noir se réfugia dans sa forteresse réputée inexpugnable. Arenhal, le plus grand château jamais dressé à Westeros, s'enorgueillissait de 5 tours gigantesques, d'une source inépuisable d'eau douce, d'immenses caves souterraines bien approvisionnées et de remparts massifs en pierre noire, plus hauts que n'importe quelle échelle, et trop épais pour être brisés par un bélier ou fracassés par un trébuchet. Arène barricada ses portes et s'installa avec ses fils et partisans survivants pour soutenir un siège. Aegon de Père-Dragon était d'un avis différent. Une fois qu'il eut associé ses forces à celles d'Edmund Tully et des autres seigneurs du Conflent pour encercler le château, il envoya aux portes un mestre, sous une bannière de paix, afin de parlementer. Arène vint à sa rencontre, un homme vieux et grisonnant, et cependant toujours farouche dans son armure noire. Chaque roi avait sur les lieux son porte-bannière et son mestre, si bien qu'on se souvient des paroles qu'ils échangèrent. « Rends-toi à présent, commença Aegon, et tu pourras rester sire des îles de fer. Rends-toi à présent, et tes fils vivront pour régner après toi. J'ai 8000 hommes devant tes murs. » « Je n'ai cure de ce qui se trouve devant mes murs, » répondit Arène. « Ces murailles sont robustes et épaisses, mais pas assez hautes pour tenir les dragons en respect. Les dragons volent. »« J'ai bâti en pierre, » riposta Arène. « La pierre ne brûle pas. » À quoi Aegon répliqua : « Quand le soleil se couchera, ta lignée prendra fin. » On dit qu'à ces mots, Arène cracha et regagna son château. Une fois à l'intérieur, il envoya tous ses hommes sur les parapets, armés de piques, d'arcs et d'arbalètes, promettant terre et richesse à celui d'entre eux qui réussirait à abattre le dragon. « Si j'avais une fille, le tueur de dragons pourrait également en avoir la main, » proclama Arène le Noir. « En lieu de quoi, je lui donnerai une des filles de Tully, ou toutes les 3 s'il le veut. Il pourra aussi choisir une des engences de Nerbosque, ou de Fort, ou n'importe quelle fille née de ces traîtres du Trident, ces sires de la boue jaune. » Puis Arène le Noir se retira en son donjon, entouré des gardes de sa maison, pour souper avec les fils qui lui restaient. Quand s'effacèrent les dernières lueurs du soleil, les hommes d'Arène le Noir scrutèrent l'obscurité qui montait.
serrant leurs piques et leurs arbalètes. Lorsque aucun dragon ne parut, certains purent croire que les menaces d'Aegon avaient été vides. Mais Aegon Targaryen mena Balerion haut, à travers les nuages, toujours plus haut, jusqu'à ce que le dragon, contre la lune, ne soit pas plus gros qu'une mouche. Ce n'est qu'alors qu'il descendit bien à l'intérieur de l'enceinte du château. Sur des ailes noires comme la poix, Balerion plongea à travers la nuit, et quand les hautes tours de Harrenhal apparurent au-dessous de lui, le dragon rugit de fureur et les baigna de son feu noir, traversé de volutes rouges. La pierre ne brûle pas, s'était vanté Arène, mais son château n'était pas bâti de pierre seule. Le bois et la laine, le chanvre et la paille, le pain et le bœuf salé, le grain, tout cela s'embrasa. Et les fers nés d'Arène non plus n'étaient pas faits de pierre. Fumant, hurlant, emmaillotés de flammes, ils galopèrent dans les cours et dégringolèrent des chemins de ronde pour périr sur le sol en contrebas. Et la pierre elle-même, quand un feu est assez brûlant, se fend et fond. Les seigneurs du Conflent, sous les remparts du château, racontèrent plus tard que les tours d'Harrenhal luisaient rouges contre la nuit, comme 5 immenses chandelles, et comme des chandelles, qu'elles commencèrent à se tordre et à fondre, tandis que s'épanchaient le long de leurs flancs des coulées de roches en fusion. Arène et ses derniers fils périrent dans les incendies qui engloutirent cette nuit-là sa monstrueuse forteresse. Avec lui disparut la maison Chenue, de même que l'emprise des îles de fer sur le Conflent. Le lendemain, face aux ruines fumantes d'Harrenhal, le roi Aegon accepta un serment de féauté d'Edmund Tully, sire de Vivezeg, qu'il nomma seigneur suzerain du Trident. Les autres seigneurs du Conflent prêtèrent également hommage, à Aegon comme roi et à Edmund Tully comme suzerain. Quand les cendres eurent suffisamment refroidi pour permettre aux hommes d'entrer sans danger dans la forteresse, les épées de ceux qui étaient tombés, pour beaucoup brisées, fondues ou tordues en rubans de fer par le feu du dragon, furent ramassées et renvoyées par chariot à Fort Aegon. Au sud-est, les bannerets du roi de l'orage se révélèrent considérablement plus loyaux que ceux du roi Arène. Argilac l'Arrogant réunit autour de lui à Accalmie un grand host. Le siège des Durandons était une puissante forteresse. Son immense mur d'enceinte, plus épais encore que les remparts d'Harrenhal. Elle était aussi considérée comme invulnérable aux assauts. La nouvelle de la fin du roi Arène ne tarda pas toutefois à venir aux oreilles de son vieil ennemi, le roi Argilac. Les lords Fell et Buckler, se repliant face à l'host, qui approchait, Lord Errol avait été tué, lui avaient appris la présence de la reine Rhaenys et de son dragon. Le vieux roi guerrier rugit, qu'il n'avait nullement l'intention de périr ainsi qu'Arène l'avait fait, rôti dans son propre château, comme un cochon de lait avec une pomme dans sa bouche. N'étant point étranger au combat, il déciderait lui-même de son sort, l'épée à la main. Ainsi, Argilac l'Arrogant sortit-il une dernière fois d'Accalmie pour affronter ses ennemis sur le champ de bataille. L'approche du roi de l'orage ne surprit nullement Orys Baratheon et ses hommes. La reine Rhaenys, en vol sur Meraxès, avait assisté au départ d'Argilac d'Accalmie et put fournir à la main un compte rendu complet des effectifs et des mouvements de l'ennemi. Orys adopta une position forte sur les collines au sud des Bronzes et s'y campa, avec l'avantage de la hauteur pour attendre l'arrivée des orageois. Quand les armées s'entrechoquèrent, les terres de l'orage firent honneur à leur nom. Une pluie soutenue se mit à tomber ce matin-là, et à midi, elle s'était changée en bourrasque hurlante.
les seigneurs bannerets du roi Argilac le pressèrent de différer son attaque jusqu'au lendemain, dans l'espoir que la pluie passerait. Mais le roi de l'orage avait presque 2 fois plus d'hommes que le conquérant, et presque 4 fois plus de chevaliers de cavalerie lourde. La vue des bannières targaryens claquant détrempées au-dessus de ses propres collines le faisait enrager, et le vieux guerrier endurci au combat ne manqua pas de noter que la pluie soufflait du sud, au visage des forces targaryens sur leurs collines. Aussi Argilac l'arrogant donna-t-il l'ordre d'attaquer, et commença ce que l'histoire connaît sous le nom de bataille du dernier orage. Les combats se prolongèrent fort avant dans la nuit, une affaire sanglante et bien moins inégale que la conquête d'Arénal par Aegon. À 3 reprises, Argilac l'arrogant mena ses cavaliers contre les positions Baratheon. Mais les pentes étaient raides et les pluies avaient détrempé le sol, si bien que les palefrois s'évertuaient, s'enlisaient et que les charges perdaient toute unité et tout élan. Les orageois eurent plus de succès en envoyant leurs piquiers gravir les collines à pied. Aveuglés par la pluie, les envahisseurs ne les virent pas monter avant qu'il ne soit trop tard, et les cordes d'arc humide des archers rendaient leurs armes inutiles. Une colline céda, puis une autre, et la 4e et dernière charge du roi de l'orage et de ses cavaliers perça le centre des Baratheons, pour tomber sur la reine Rhaenys et Méraxès. Même au sol, le dragon se révéla formidable. Dickon Morrigan et le bâtard de Havre-Noir, qui commandaient l'avant-garde, furent engloutis par le feu dragon, ainsi que les chevaliers de la garde personnelle du roi Argilac. Les palefrois paniquèrent et fuirent, terrorisés, percutant les cavaliers qui les suivaient et transformant la charge en débâcle. Le roi de l'orage lui-même fut jeté à bas de sa selle. Et cependant, Argilac continua à se battre. Quand Orys Baratheon descendit la colline boueuse avec ses hommes, il trouva le vieux roi qui tenait en respect une 12aine d'hommes, avec autant de cadavres à ses pieds. « Écartez-vous » ordonna Baratheon. Il mit pied à terre, afin de rencontrer le roi d'égal à égal, et offrit au roi de l'orage une dernière chance de se rendre. Argilac préféra la maudire. Ainsi donc, ils se battirent, le vieux roi guerrier avec son flot de cheveux blancs, et la farouche main d'Aegon à la barbe noire. Chacun reçut de l'autre une blessure, a-t-on dit. Mais enfin, le dernier des Durandons vit son vœu exaucé, et il périt une épée à la main et une imprécation aux lèvres. La mort de leur roi retira toute vaillance aux orageois, et tandis que se répandait la nouvelle de la chute d'Argilac, ses seigneurs et chevaliers jetèrent leurs armes et s'enfuirent. Plusieurs jours durant, on craignit qu'Accalmie ne subisse le sort d'Arénal, car Argella, fille d'Argilac, barra ses ports devant l'approche d'Orys Baratheon et de l'Ost Targaryen, et se déclara reine de l'orage. Plutôt que de ployer le genou, les défenseurs d'Accalmie mouraient jusqu'au dernier, promit-elle, quand la reine Rhaenys vola sur Méraxès, à l'intérieur du château pour parlementer. « Vous pouvez vous emparer de mon château, mais vous n'y gagneriez que des os, du sang et des cendres, annonça-t-elle. Toutefois, les soldats de la garnison se révélèrent moins empressés de mourir. Cette nuit-là, ils déployèrent une bannière de paix, ouvrirent grand la porte du château et livrèrent Lady Argella, bâillonnée et enchaînée nue, au camp d'Orys Baratheon. On raconte que Baratheon, de ses propres mains, la délivra de ses chaînes, l'enveloppa de sa cape, lui versa du vin et lui parla avec douceur, louant le courage de son père et lui contant le récit de sa mort. Et ensuite, en l'honneur du roi tombé, il adopta les armes et la devise des Durandons. Le cerf couronné devint son symbole, Accalmie son siège, et Lady Argella son épouse. Avec le Conflent autant que les terres de l'orage désormais sous le contrôle d'Aegon le Dragon et de ses alliés,
les rois de Westeros restants virent clairement que leur tour allait venir. À Winterfell, le roi Tauren convoqua ses bannerets. À cause de l'immensité des distances dans le nord, il savait qu'assembler une armée prendrait du temps. La reine Chara du Val, régente pour son fils Ronel, se réfugia au Herrier, veilla à ses défenses et expédia une armée à la Porte Sanglante, voie d'entrée au Val d'Arin. Plus jeune, on avait chanté la reine Chara, la fleur de la montagne, la plus belle pucelle de toutes les 7 couronnes. Espérant peut-être fléchir Aegon par sa beauté, elle lui envoya un portrait d'elle et s'offrit à l'épouser, à condition qu'il désigne son fils Ronel comme héritier. Quoique le portrait fût enfin parvenu à Aegon Targaryen, on ignore s'il répondit jamais à la proposition. Il avait déjà 2 reines, et Chara Arryn était désormais une fleur fanée de 10 ans son aînée. Cependant, les 2 grands rois de l'Ouest, faisant cause commune, avaient joint leur armée dans l'intention d'en finir une fois pour toutes avec Aegon. De Haut-Jardin venait Merne-Neuf de la maison Jardinier, roi du Bief, avec une troupe énorme. Sous les remparts de Bois Doré, siège de la maison Rowan, il rejoignit Lorraine Ier Lannister, roi du Roc, à la tête de sa propre armée venue des terres de l'Ouest. Ensemble, les 2 souverains commandaient le plus puissant host jamais vu en Westeros, fort de 55 000 hommes, dont quelques 600 seigneurs grands et petits, et plus de 5 000 chevaliers. Notre point de fer, se rengorgea le roi Merne. Ses 4 fils chevauchaient à ses côtés, et ses 2 jeunes petits-fils le servaient comme écuyer. Les 2 rois ne s'attardèrent guère à Bois Doré. Une force si grande doit toujours avancer afin de ne point ravager le pays qui l'entoure pour se nourrir. Les alliés se mirent aussitôt en marche au nord-nord-est, à travers de hautes herbes et des champs de blé doré. Averti de leur venue, Aegon, dans son camp près de l'Œil-Dieu, réunit ses forces et avança à la rencontre de ses nouveaux ennemis. Il commandait des effectifs d'1/5 de ceux des 2 rois, dont une grande part d'hommes liges, des seigneurs du Conflent, dont la loyauté toute fraîche envers la maison Targaryen n'avait pas encore été mise à l'épreuve. Mais avec son armée plus petite, Aegon pouvait manœuvrer beaucoup plus vite que l'ennemi. Au bourg de Pierre-Moutier, ses 2 reines le rejoignirent avec leurs dragons. Rhaenys d'Accalmie, Visenya de la presqu'île de Claquepince, où elle avait reçu des seigneurs locaux mincèrement empressés de féauté. Ensemble, les 3 Targaryens suivirent du ciel la traversée du cours supérieur de la Nera par l'armée d'Aegon, qui se hâtait vers le sud. Les 2 armées se retrouvèrent face à face, sur les vastes plaines au sud de la Nera, près du lieu où courait un jour la route de l'or. Les 2 rois se réjouirent des rapports de leur éclaireur sur les effectifs et la disposition des Targaryens. Ils avaient 5 hommes pour 1 d'Aegon, à ce qu'il semblait, et la disparité s'accroissait encore pour les seigneurs et les chevaliers. Le terrain, large et dégagé, tout d'herbe et de blé aussi loin que portait le regard, était idéal pour la cavalerie lourde. Aegon Targaryen ne contrôlait pas les hauteurs, au contraire d'Orys Baratheon, au dernier orage. Le sol était ferme, sans boue. Nulle pluie ne viendrait non plus les gêner. La journée était sans nuages, quoique venteuse. Il n'avait pas plu depuis plus d'une demi-lune. Le roi Merne, menant au combat moitié plus d'effectifs que le roi Lorraine, exigea donc l'honneur de commander le centre. À son fils et héritier, Edmund, échut l'avant-garde. Le roi Lorraine et ses chevaliers composeraient l'aile droite, Lord du Rouvre la gauche. Faute d'obstacles naturels pour ancrer la ligne Targaryen, les 2 rois comptaient contourner Aegon par les flancs, puis le prendre à revers
tandis que leur poing de fer, un grand biseau de chevalier en armure et de seigneur, enfoncerait le centre d'Aegon. Aegon Targaryen disposa ses hommes en un croissant grossier hérissé de piques et d'épieux. Les archers et arbalétriers juste derrière eux, et la cavalerie légère sur chaque flanc. Il confia le commandement de son host à Jon Mouton, sire de Virgétan, un des premiers ennemis à s'être rallié à sa cause. Le roi lui-même avait décidé de combattre depuis le ciel aux côtés de ses reines. Il avait lui aussi noté l'absence de pluie. L'herbe et le grain qui entouraient les armées étaient hauts, mûrs pour la moisson, et très secs. Les Targaryens attendirent que les deux rois sonnent la trompe et s'ébranlent sous une mer de bannières. Le roi Mern menait lui-même la charge contre le centre. Sur son étalon doré, son fils Gawain auprès de lui avec son étendard, une grande main verte sur un champ blanc. Rugissant et hurlant, soutenus par les trompes et les tambours, les jardiniers et les Lannister se ruèrent sus à l'ennemi, sous une pluie de flèches, balayant les piquiers targaryens, fracassant leurs rangs. Mais déjà, Aegon et ses sœurs avaient pris l'air. Aegon survola sur Balerion les rangs de ses ennemis, à travers une nuée de javelots, de pierres et de flèches, piquant maintes fois pour baigner de flammes ses adversaires. Rhaenys et Visenya allumèrent des foyers sous le vent de l'ennemi, et derrière lui. Herbes sèches et épis de blé s'embrasèrent aussitôt. Le vent attisa les flammes et refoula la fumée au visage des rangs des deux rois en marche. L'odeur du feu plongea les montures dans la panique, et tandis que la fumée s'épaississait, chevaux et cavaliers se trouvèrent pareillement aveuglés. Les rangs commencèrent à se disloquer alors qu'autour d'eux s'élevaient des murs de flammes. Les hommes de Lord Mouton, en sécurité au vent du brasier, attendirent avec leurs arcs et leurs piques et réglèrent promptement le sort des brûlés et des torches humaines qui sortaient en titubant de cet enfer. On nomma par la suite cette bataille le champ de feu. Plus de 4000 hommes périrent dans les flammes, 1000 autres par l'épée, les piques et les flèches. Des dizaines de milliers y furent brûlés, parfois si gravement qu'ils en resteraient marqués à vie. Le roi Mern IX comptait parmi les morts avec ses fils, petits-fils, frères, cousins et autres parents. Un sien neveu survécut 3 jours. Lorsqu'il trépassa des suites de ses brûlures, la maison jardinier disparut avec lui. Le roi Lorraine du Roc survécut, en traversant à cheval un rideau de feu et de fumée jusqu'à la sécurité, quand il vit la bataille perdue. Les Targaryens perdirent moins de 100 hommes. La reine Visenya reçut une flèche à l'épaule, mais se rétablit bientôt. Tandis que les dragons se repaissaient des morts, Aegon ordonna que les épées des tués soient ramassées et envoyées en aval. On captura Lorraine Lannister le lendemain. Le roi du Roc déposa aux pieds d'Aegon son épée et sa couronne, ploya le genou et lui fit hommage. Et Aegon, fidèle à sa promesse, releva son ennemi vaincu et le confirma dans ses terres et sa suzeraineté, le nommant sire de Castral Rock et gouverneur de l'Ouest. Les bannerets de Lord Lorraine suivirent son exemple, ainsi que maint seigneur du Bief, ceux qui avaient survécu au feu dragon. Pourtant, la conquête de l'Ouest demeurait incomplète. Aussi, le roi Aegon quitta-t-il ses sœurs pour marcher sans délai sur Haut-Jardin, espérant obtenir sa reddition avant qu'un autre prétendant ne s'en empare pour son propre compte. Il trouva le château aux mains de son intendant, Harlan Tyrell, dont les ancêtres étaient depuis des siècles au service des jardiniers. Tyrell remit les clés du château sans coup férir et jura soutien au roi conquérant. En récompense, Aegon lui donna Haut-Jardin et tous ses domaines, le nommant gouverneur du Sud
et seigneur suzerain de la Mandère, avec autorité sur tous les anciens vassaux de la maison Jardinier. Le roi Aegon comptait poursuivre sa marche vers le sud et obtenir la soumission de Villevieille, la Treille et d'Orne. Mais alors qu'il était au jardin, la nouvelle d'un nouveau défi lui vint aux oreilles. Torrhen Stark, roi du Nord, avait franchi le Neck pour entrer dans le Conflent, menant une armée forte de 30 000 Nordiens féroces. Aussitôt, Aegon se porta à sa rencontre, filant en avant-garde de son armée sur les ailes de Balerion, la terreur noire. Il avertit également ses 2 reines, ainsi que tous les seigneurs et chevaliers qui avaient ployé le genou après Arenal et le champ de feu. Lorsque Torrhen Stark atteignit les berges du Trident, il trouva un host 1 fois et demi supérieur au sien qui l'attendait au sud du fleuve. Les hommes du Conflent, de l'Ouest, de l'Orage, du Bief, tous étaient venus. Et au-dessus de leur camp tournoyaient Balerion, Méraxès et Vhagar, en cercle toujours plus large. Les éclaireurs de Torrhen avaient vu les ruines d'Arenal, où des braises ardentes couvaient encore sous les décombres. Le roi du Nord avait aussi entendu plusieurs rapports sur le champ de feu. Il savait que le même sort le menaçait s'il tentait de passer le fleuve en force. Nombre de ses bannerets le pressaient d'attaquer quand même, assurant que la valeur nordienne remporterait le combat. D'autres lui conseillaient de se replier sur Moat Cailin et de résister là-bas, en territoire nordien. Le frère bâtard du roi, Brandon Snow, s'offrit à passer seul le trident sous le couvert de la nuit, pour tuer les dragons dans leur sommeil. Le roi Torrhen envoya effectivement Brandon Snow sur l'autre berge du Trident, mais avec 3 maîtres à ses côtés, et non pour tuer, mais pour négocier. Tout au long de la nuit, des messages circulèrent dans les 2 sens. Le lendemain matin, Torrhen Stark traversa le Trident à son tour. Là, sur la rive sud, il s'agenouilla, déposa aux pieds d'Aegon l'antique couronne des rois de l'hiver, et jura d'être son féal. Il se releva sire de Winterfell et gouverneur du Nord, mais plus roi. De ce jour, Torrhen Stark reste dans le souvenir comme le roi qui s'agenouilla. Mais aucun Nordien ne laissa ses os calcinés sur les bords du Trident, et les épées qu'Aegon collecta de Lord Stark et de ses vassaux n'étaient ni tordues, ni fondues, ni coudées. Alors, Aegon Targaryen et ses reines se séparèrent. Aegon repartit vers le sud, marchant sur Villevieille, tandis que ses 2 sœurs enfourchaient leurs dragons, Visenya pour le Val d'Arin et Rhaenys vers Lancélion et les déserts de Dorne. Shara Arin avait renforcé les défenses de Goéville, placé un host solide à la porte sanglante et triplé la taille des garnisons de pierre, neige et ciel, les petites forteresses qui gardaient l'approche des Érillés. Tout cela se révéla vain contre Visenya Targaryen, qui les survola sur les ailes de cuir de Vhagar et se posa dans la cour intérieure des Érillés. Quand la régente du Val sortit en toute hâte pour lui faire face, suivie d'une 12aine de gardes, elle trouva Visenya avec Ronel Arryn assis sur son genou, qui contemplait le dragon, émerveillé. « Maman, puis-je aller voler avec la dame ?» demanda l'enfant roi. Aucune menace ne fut exprimée, aucune parole de colère prononcée. En fait, les 2 reines se sourirent et échangèrent des politesses. Puis Lady Shara envoya quérir les 3 couronnes, son diadème de régente, la petite couronne de son fils, et la couronne aux faucons de la montagne et du Val que les rois Arryn portaient depuis 1000 ans, et les remit à la reine Visenya avec les épées de sa garnison. On a dit qu'ensuite, le petit roi avait volé 3 fois autour de la lance du géant avant de se poser, pour se découvrir petit seigneur. Ainsi,
Visenya Targaryen amena-t-elle le Val d'Arryn dans le royaume de son frère. Rhaenys Targaryen n'eut pas une conquête aussi facile. Un host de piquiers dorniens gardait la passe du prince, la porte des montagnes rouges, mais Rhaenys ne leur livra pas combat. Elle survola le col, les sables rouges et blancs, fondit sur le Void pour exiger sa capitulation et trouva le castel vide, abandonné. Dans la ville sous les remparts ne demeuraient que des femmes, des enfants et des vieillards. Interrogés sur leur seigneur, ils répétaient juste « parti ». Rhaenys descendit le fleuve jusqu'à la Grace-Dieu, siège de la maison Alyrion, déserté lui aussi. Elle poursuivit son vol. Au point où la Sang-Vert rejoignait la mer, Rhaenys aboutit à Bourg-Cabane, où, par centaines, pontons, esquifs de pêche, barges, péniches et paves échoués cuisés au soleil, liés par des cordages, des chaînes et des planches en une ville flottante. Seuls quelques vieillards et de petits enfants apparurent pour l'épier en vol, tandis que Meraxès tournait. Enfin, le vol de la reine la mena à Lancélion, l'antique siège de la maison Martell, où elle trouva la princesse de Dorne qui l'attendait dans son château évacué. Mérya Martell avait 80 ans, nous rapportent les mestres, et en avait régné 60 sur les Dorniens. Elle était très grasse, aveugle, presque chauve, la peau jaune et avachie. Argilac l'arrogant l'avait surnommé le crapaud jaune de Dorne, mais ni l'âge ni la cécité n'avaient émoussé son intelligence. « Je ne me battrai pas contre vous, » annonça la princesse à Rhaenys, « et je ne ploierai pas non plus le genou. Dorne n'a pas de roi. Dites-le à votre frère. »« Je le ferai, » répondit Rhaenys. « Mais nous reviendrons, princesse. Et la prochaine fois, ce sera avec feu et sang. » « C'est votre devise. La nôtre est insoumis, invaincu, intact. Brûlez-nous, madame. Jamais vous ne nous courberez, briserez, ou nous ferez nous incliner. Vous êtes à Dorne. On ne veut pas de vous ici. Revenez à vos risques et périls. » Ainsi se séparèrent la reine et la princesse, et Dorne demeura invaincu. À l'ouest, Aegon Targaryen fut reçu plus chaleureusement. Ville-Vieille, la plus grande ville de tout Westeros, était ceinte de remparts massifs et gouvernée par les Hightowers de la Grande Tour, la plus vieille, la plus riche et la plus puissante des nobles maisons du Bief. C'était aussi le centre de la foi. Là résidait le grand Septon, père des fidèles, voix des nouveaux dieux sur la terre, qui commandait l'obéissance de millions de dévots de par les royaumes, hormis au nord, où les anciens dieux dominaient toujours, et les lames de la foi militante, les étoiles et les épées, comme le peuple appelait ces deux ordres combattants. Mais lorsque Aegon Targaryen et son host approchèrent de Ville-Vieille, ils trouvèrent les portes de la ville ouvertes et Lord Hightower en attente pour présenter sa capitulation. En fait, lorsque les premiers échos du débarquement d'Aegon étaient arrivés à Ville-Vieille, le grand Septon s'était cloîtré 7 jours et 7 nuits dans le septuaire étoilé pour obtenir que les dieux le guident. Il n'eut d'autre nourriture que du pain et de l'eau, dit-on, et passa toutes ses heures de veille en prière, allant d'un autel à l'autre. Au 7e jour, l'aïeul avait soulevé sa lanterne dorée et éclairé pour lui la voie. Si Ville-Vieille prenait les armes contre Aegon le dragon, vit sa sainteté suprême, assurément la ville brûlerait, et la grande tour, la citadelle et le septuaire étoilé seraient jetés bas et détruits. Manfred Hightower, sire de Ville-Vieille,
était un seigneur prudent et pieux. Un de ses plus jeunes fils servait dans les fils du guerrier, un autre venait tout juste de prononcer ses vœux comme Septon. Quand le grand Septon lui fit part de la vision impartie par l'aïeul, Lord Hightower décida de ne pas s'opposer aux conquérants par la force des armes. Ce fut ainsi qu'à Villevieille, nul ne brûla au champ de feu, bien que les Hightower fussent bannerets des jardiniers de Haut-Jardin. Ainsi, de même que Lord Manfred vint à cheval accueillir Aegon le dragon et lui remettre son épée, sa ville et son serment. Certains disent que Lord Hightower offrit aussi la main de sa plus jeune fille, qu'Aegon déclina poliment pour ne point froisser ses deux reines. 3 jours plus tard, dans le septuaire étoilé, sa sainteté suprême en personne oignit Aegon avec les 7 crèmes, le couronna et le proclama Aegon de la maison Targaryen, premier du nom, roi des Andals, des Rhoinards et des premiers hommes, sire des 7 couronnes et protecteur du royaume. Cette couronne fut la formule employée, bien que Dorne ne fût pas soumise, et ne le serait pas pendant encore plus d'1 siècle. Seule une poignée de seigneurs était présent au premier couronnement d'Aegon, à l'embouchure de la Nera. Mais des centaines assistèrent au second, et des dizaines de milliers l'acclamèrent ensuite dans les rues de Villevieille, tandis qu'il traversait la ville sur le dos de Balerion. Parmi ces témoins du second couronnement d'Aegon figuraient les maîtres et archimestres de la citadelle. Peut-être pour cette raison, ce fut cette cérémonie, plutôt que celle de Fort Aegon au débarquement d'Aegon, qui fut arrêtée comme le commencement du règne d'Aegon. Ainsi, les 7 couronnes de Westeros fut-elle soudée en un seul grand royaume, de par la volonté d'Aegon le Conquérant et de ses sœurs. Beaucoup pensaient que le roi Aegon ferait de Villevieille son siège royal une fois les guerres achevées, d'autres qu'il régnerait depuis Père-Dragon, l'ancienne île citadelle de la maison Targaryen. Le roi les surprit tous en proclamant son intention d'établir sa cour dans la ville nouvelle qui se dressait déjà sous les 3 collines à l'estuaire de la Nera, à l'endroit où ses sœurs et lui avaient d'abord posé le pied sur le sol de Westeros. On appellerait la nouvelle ville Port-Réal. De là, Aegon le dragon gouvernerait son royaume, donnant audience depuis un grand siège de métal, composé à partir des lames fondues, tordues, battues et brisées de tous ses ennemis vaincus. Un siège périlleux que le monde entier connaîtrait vite, comme le trône de fer de Westeros.